16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, Jean-Luc Lemoyne nous montre qu'il s'y connaît en histoire. Enfin, il s'y connaît parce qu'il a une feuille avec des questions et des réponses. Sinon, il faut bien avouer que sa culture historique est proche du bulot. C'est le quiz Bern to be alive. C'est moche. Je vais mettre votre méchanceté sur le coup de la peur de perdre, Stéphane. Oui, enfin, vous allez voir, vos questions n'ont pas grand-chose d'historique. Si c'est des questions sur l'histoire de la raclette, ne les dénigrez pas. Hein. En tout cas, vous avez commencé fort en me traitant de bulot. Je pense que vous avez déjà moins de points. Klaus von Bülow. Klaus von Bülow. Précisez, Stéphane, précisez. Alors, je vous ai dit que c'était un quiz spécial raclette. J'ai menti. Ça n'a rien à voir. Je vais poser une question pour vous, Stéphane. Vous allez moins faire le malin. Bon, ce n'est pas à vous, Stéphane, que je vais apprendre la tristesse que cela peut provoquer de perdre un compagnon à quatre pattes. C'est ce qui est arrivé à Baudelaire, qui était très attaché à son braque. Quand Courbet a peint Baudelaire, il l'a représenté avec son chien. Ce dernier est mort quelques jours après. Baudelaire lui a demandé de l'effacer du tableau, de peindre quelque chose dessus. Est-ce vrai ou est-ce faux ? Personnellement, si je perds... Oui, vous vous faites représenter avec votre animal, vous n'avez pas forcément envie qu'on fasse disparaître l'animal. Bien au contraire, s'il a été représenté par le peintre, vous en conservez ainsi le souvenir. Alors moi, ce qui m'épate déjà, c'est que Baudelaire ait eu un chien, parce qu'il a eu 40 domiciles différents dans Paris. Ouais. Comment faisait-il avec son chien ? Il faut être honnête. Baudelaire, c'est pas du genre à aller le matin faire pisser Mirza. Oui, non, je pensais pas qu'on rentrerait dans ces considérations. Et vous connaissez ce tableau de Courbet où Baudelaire et un chien ? Mais moi non plus, pas du tout. Non. Inconnu au bataillon. Non, je dirais non. On écoute la réponse. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Baudelaire a bien demandé à Gustave Courbet de modifier son tableau, l'atelier du peintre, en 1855, mais c'était pour faire disparaître sa maîtresse. Et la maîtresse, on l'a redécouvert avec le temps et les rayons X. On la distingue. Elle s'appelait Jeanne Duval. Ah bah oui. Et est-ce que vous savez comment ça s'appelle, le fait de faire disparaître un personnage en peinture ? Un repenti ? Un repentir. Un repenti. Vous direz repentir. Moi, je pensais que c'était un repenti. Quand vous revenez sur le... Oui. Voilà. C'est pas grave, on va passer à la deuxième question pour Clémentine. Rendons gloire à un grand nom de l'histoire de la musique contemporaine, en plus, Vladimir Cosma. Eh oui, c'est Vladimir Cosma qui a composé ce titre en 1982. Vous vous rappelez du film Les Sous-Doués en vacances ? Les paroles sont de Guy Marchand et Philippe Adler. Voici ma question. Vladimir Cosma a avoué avoir eu l'idée de la mélodie en écoutant la Marseillaise après l'avoir ralentie. Vrai ou faux ? Allons enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. On aimerait tellement vous entendre chanter l'hymne. Alors ? Oh, écoutez, non. On en est loin. Non. Stéphane n'a pas l'air convaincu du tout. Je sais pas, j'ai pas d'avis sur la question. Sur le plan des pieds, ça colle, oui, mais écoutez, c'est quand même très loin. Je dis non. Vous dites non, on vérifie. Vous avez gagné. Voilà. Bravo. J'aurais dit non aussi. Mais Guy Marchand a raconté sur Europe 1 que la mélodie de Dessinée avait été trouvée par Vladimir Cosma en écoutant Jodassin, l'été indien. Et il l'avait écouté à l'envers. Et effectivement, quand on écoute au piano, ça saute aux oreilles. Eh oui. Eh oui. On va rester dans la chanson avec la question 3, Stéphane. Les frères Jolivet, en 1975, ont rendu hommage à un proche d'un personnage historique. Mais lequel ? Plusieurs propositions. Je vous aide. Ils ont chanté le fils d'Hitler, la fille à Staline, le père de Mao ou la tata de Mussolini. Le fils d'Hitler. Ouf, c'est sorti tout seul. Tout seul. Je connaissais même la chanson à l'époque. Vous pouvez expliquer pourquoi ? Parce qu'il y avait une chanson que Marc Jolivet n'arrêtait pas quand il venait dans mes émissions de me chanter. Bon bah écoutez, on va pas faire durer le suspense, on écoute la réponse. Vous avez encore gagné. Le fils d'Hitler, Chibili Papa n'a pas connu sa mère. Chibili Papa, mais ressemble à son père. Chibili Papa. Des paroles étonnantes avec également un témoignage poignant, car au milieu de la chanson, le fils d'Hitler crie « Je veux changer d'état civil, je veux m'appeler Churchill ». Tout va se jouer sur cette question. Je compte beaucoup sur vous, Luc. Moi j'ai confiance en vous. Le 1er mars 1872, le président américain Grant crée le parc national de Yellowstone. C'est le plus ancien parc national au monde, il est plus grand que la Corse. Voici ma question. Juridiquement, il est tout à fait légal d'y tuer quelqu'un.
Vrai ou faux? Mais oui, mais bien sûr. Oui. Allons-y, zigouillons nos ennemis à Yellowstone. Est-ce que Ni Clément... vu ni Il connu. suffit d'emmener quelqu'un qu'on voilà. veut tuer à Yellowstone, Eh oui, on bien n'a sûr. pas de... Ça va donner des Viens, idées tout ça. chéri, je t'emmène à Yellowstone. Est-ce que c'est Bien encore... shérif, plutôt. Eh ben, Excellent. déjà, Non, mais il est en grande forme. Ah, mais, mais oui. mais est-ce que vous croyez que c'est toujours possible aujourd'hui d'aller à Yellowstone? je vais vous le dire dans un instant. On va d'abord vérifier pour voir si vous avez la bonne réponse. Vous avez encore gagné. Bravo. Alors, je vais vous expliquer. Dans ce parc, il existe une zone de 130 km² qui est surnommée la zone de la mort de Yellowstone. Le 6e amendement de la Constitution dit qu'en cas d'affaire pénale, il faut la présence dans le jury de citoyens de la zone qui habitent dans la zone. Or, personne n'habite dans la zone, ce qui rend impossible la tenue d'un procès. Les juristes américains ont soulevé ce vide juridique et fort heureusement, pour l'instant, aucun crime n'a eu lieu en cet endroit. Et visiblement, j'ai donné des idées. Écoutez, vous avez été très brillants tous les deux. J'adore Ah oui, les c'est vides bien. juridiques. Dès que oui. C'est ça. Il faut quand même aller à Yellowstone. Hein. Oui, c'est Si d'un ça. seul coup tu dis à quelqu'un, viens, je t'emmène à Yellowstone, il y a des soupçons s'il écoute l'émission. Une question pour vous départager, la question 5. Alors, elle va être très simple, basique et bassement matérialiste. En 1972, Michel Polnareff, vous vous rappelez ce qu'il avait fait? Oui, Il a montré ses fesses et il après, il est parti, parce oui. qu'il devait de beaucoup l'argent d'impôts. au fisc. Exactement. Il a montré ses fesses sur une affiche et il a été condamné à une amende. Il a été poursuivi pour attentat à la pudeur et pornographie. Mais la question, ce n'est pas ça. La C'est le question, montant de l'amende? exactement en oui. francs. Combien ça lui a coûté cette histoire? Je vais dire 1525. Francs. Oui. C'est ça. 1525 francs d'un côté. Pour vous, Stéphane, Moi, je veux dire 10 000 francs. 10 000 francs. Oh, c'est beaucoup. Eh bien, écoutez, je suis heureux de vous dire, mes amis, que le grand vainqueur de ce quiz, aujourd'hui, c'est Stéphane Bern. C'était 60 000 francs. 60 000 francs. C'est 60 000 francs, soit l'équivalent de écoutez, 9 000 euros, ça lui a coûté. Oui. Oui, non, c'est pas beaucoup. Je trouve que Finalement. c'est Non, marrant, c'est ça les c'est lié anciens à l'enfance. 60 000 francs, ça me paraît énorme, mais 9 000 euros, c'est plus rien. Moi- Et ben voilà, ça s'appelle l'inflation. Et sur ce, messieurs, adieu. Merci beaucoup, Clémentine. À demain. Europe 1. Historiquement vôtre.